Dans cette vidéo, on va voir comment on peut se servir du théorème de Césareux pour déterminer dans certaines situations un équivalent du terme général UN d'une suite. Et ceci intervient en particulier quand on souhaite déterminer un équivalent du terme général UN d'une suite définie par UN plus 1 égale f de UN. Voyons tout d'abord comment lire le théorème de Césareux pour déterminer la limite d'une quantité de la forme UN sur N. A priori, on n'est pas dans une situation du théorème de Césareux, vu que l'on a ici UN et que dans le théorème de Césareux, on a ici une somme partielle de VK. Mais en fait, on peut voir UN comme la somme partielle de VK à condition de prendre pour Vn cette suite-là. Et si on veut être très précis, on définit ainsi Vn pour n supérieur ou égal à 2 et on pose V1 égale U1. Mais ceci n'a aucune importance car on s'intéresse à la limite quand n tend vers plus infini de Vn et on a Vn qui est égal à ça pour n supérieur ou égal à 2. On peut donc récupérer la limite de UN sur N grâce à la limite de UN moins UN-1. Et pourquoi la connaissance de la limite de UN sur N nous permet d'avoir un équivalent de UN? Car si grand L est une limite finie non nulle, de cela on tire que UN est équivalent en plus infini à grand L fois N. Voyons maintenant comment on peut utiliser cela quand on souhaite rechercher un équivalent du terme général UN d'une suite définie par UN plus 1 égale f de UN. Souvent, dans cette configuration-là, quand on nous demande de déterminer un équivalent de UN, on a la suite UN qui tend vers 0. Et on aimerait alors être plus précis en déterminant un équivalent de UN. Mais on ne va sûrement pas appliquer ce que l'on vient de dire à la suite UN, car ceci, avec une limite finie non nulle grand L, nous conduirait à UN équivalent à grand L fois N, ce qui est contradictoire avec UN tend vers 0. On s'attend plutôt pour UN à des équivalents de la forme lambda sur N2, lambda sur racine carrée de N, c'est-à-dire à des situations où ce n'est pas UN sur N qui tendrait vers une limite finie, mais une puissance de UN sur N qui tendrait vers une limite finie. Par conséquent, on ne va pas appliquer ce qui précède à la suite UN, mais à une puissance de UN. La puissance alpha pouvant être un entier relatif, un rationnel, voire un irrationnel. Et on recherche alors une puissance alpha telle que cette quantité-là tende, quand n tend vers plus infini, vers une limite finie non nulle. Et pour étudier la limite de cette quantité-là quand n tend vers plus infini, on va, vu que un tend vers 0, s'intéresser à la limite de cette quantité-là quand x tend vers 0. Et pour étudier la limite de cette quantité-là quand x tend vers 0, très souvent, on effectuera un développement asymptotique quand x tend vers 0 de cette quantité-là. Et une fois trouvé une puissance alpha telle que cette quantité-là tende quand x tend vers 0 vers une limite grand L finie non nulle, on aura alors que cette quantité-là tend vers grand L, ce qui impliquera, vu ce qui précède, que cette quantité-là tend également vers grand L, ce qui nous permettra de dire que UN à la puissance alpha est équivalent à grand L fois N, et ce qui nous permettra ensuite d'en déduire un équivalent de UN. Il peut parfois arriver que UN tende vers plus infini, auquel cas on fait exactement le même raisonnement, à la seule différence qu'ici, on regarde le comportement de cette quantité-là quand x tend vers plus infini. Et que ferait-on si UN
tendez vers une limite finie non nulle. Si un tend vers 4, un-4 tend vers 0, et on aimerait savoir comment un-4 tend vers 0. On aimerait donc trouver un équivalent de un-4. Par conséquent, quand on est dans cette situation-là, on va considérer la suite Wn égale un moins petit l, et on va appliquer à Wn ce que l'on a dit précédemment. Et pour cela, à partir de la relation de récurrence sur un, on commence par déterminer celle sur Wn. Et on applique ensuite ce que l'on vient de dire à la suite Wn.